Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. La France pourrait reconnaître l'État palestinien et ce dès le mois de juin. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Emmanuel Macron à nos confrères de France 5 dans l'avion présidentiel qui le ramenait d'Égypte hier soir. Est-ce une bonne idée? Est-ce également le bon moment? Nous poserons la question au directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette. Nous reviendrons sur l'incroyable volte-face de Donald Trump sur les droits de douane américains. Il a annoncé hier, à la surprise générale, suspendre la hausse des tarifs douaniers. C'est sa stratégie depuis le début, assure un de ses ministres. Est-ce la bonne stratégie? Nous poserons la question à l'économiste Marc Toiti. Et puis nous serons avec l'ancien recteur de Notre-Dame de Paris, actuel curé de l'église de la Madeleine à Paris. Monseigneur Patrick Chauvet raconte ses souvenirs. Il exprime également ses souhaits pour l'Église de France dans son dernier livre. Ça s'appelle Journal d'un curé de Paris. On en parlera avec lui, ce sera en fin d'émission. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Réaction en chaîne ce matin suite à ces propos d'Emmanuel Macron hier soir dans l'avion qu'il ramenait de son déplacement de quelques jours en Égypte. Il a affirmé à nos confrères de France 5 que la France pourrait reconnaître l'État palestinien dès le mois de juin. Ce pourrait être à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera la France avec l'Arabie Saoudite à New York et qui doit également conduire à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Guillaume, pourquoi cette déclaration présidentielle et surtout pourquoi maintenant ? Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu reprendre l'initiative sur ce dossier. Il a toujours eu une position très équilibrée depuis le 7 octobre et l'intervention d'Israël dans la bande de Gaza. Et il y a la volonté de reprendre l'initiative sur ce dossier, sachant que l'acteur majeur historique dans la région, ce sont les États-Unis. Parce que c'est un allié inconditionnel d'Israël, et puis parce que c'est eux qui ont le plus de moyens et le plus de moyens d'influence sur les États qui sont tout autour. Je pense en particulier à l'Égypte. C'est une manière de tenter de peser dans ce dossier. Exactement, de peser dans ce dossier. Mais là, aujourd'hui, il y a un Trump qui est totalement aligné sur les positions de Netanyahou. Vous avez vu que le Premier ministre israélien a dit qu'il comptait bien mettre en œuvre les recommandations de Donald Trump pour éventuellement faire de Gaza une espèce de nouveau territoire, et éventuellement même sans ses habitants. Et donc Emmanuel Macron s'est dit c'est le moment de réaffirmer non seulement le droit des Gazaouis de vivre sur leur territoire, mais même le droit de la Palestine d'avoir un État. En se démarquant ainsi de Donald Trump. Oui, absolument. Et d'exister en quelque sorte par rapport à Donald Trump. Alors c'est difficile, ne serait-ce que d'un point de vue de communication. Évidemment, Emmanuel Macron n'avait pas prévu qu'au moment même où il faisait cette annonce, Donald Trump ferait un incroyable demi-tour. Vous en avez parlé sur l'histoire des droits de douane. Et donc c'est une annonce qui passe un peu inaperçue, mais je trouve que c'est le rôle de la France d'avoir cette voix spécifique sur ce dossier. Après, comme d'habitude, le problème est un problème de tempo. C'est-à-dire que je crois que c'est Salman Rushdie qui disait que reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, ce serait reconnaître un État taliban. Alors c'est un peu excessif, mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple à Gaza, le Hamas est toujours extrêmement présent. Emmanuel Macron a d'ailleurs précisé que la solution devait se faire sans le Hamas à Gaza. Exactement. Mais il y a une réalité, c'est la réalité du terrain. On a bien vu au moment de la libération des otages israéliens que le Hamas tenait toujours ce territoire. On l'a vu avec ces démonstrations de force qui étaient faites devant les caméras du monde entier, où le Hamas manifestait de façon spectaculaire sa domination sur le territoire, même s'il y a eu quelques mouvements d'opposition qui ont essayé de manifester eux aussi. Donc j'ai envie de vous dire, ce qui est nouveau, c'est le calendrier. Parce que sur le principe, la France avait déjà dit qu'elle voulait reconnaître cet État palestinien. Absolument, Emmanuel Macron lui-même l'a déjà dit. Absolument, donc le dit. Est-ce qu'il faut vraiment mettre une date au mois de juin sachant qu'on ne voit pas très bien comment le Hamas pourrait être mis hors jeu d'ici là? Moi, je pense que c'est un peu prématuré. C'est en ce sens, effectivement, que le timing surprend. Vous avez évoqué, Guillaume, vous avez parlé d'une position équilibrée d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas l'avis de l'ambassadeur d'Israël en France, qui a aussitôt réagi à ces déclarations du chef de l'État sur France Info ce matin. Voici ce qu'il dit: parler de la création d'un État palestinien aujourd'hui, quand la guerre continue, de notre avis, c'est totalement irresponsable. Oui, je pense que c'est un... Il y a d'un côté les principes et de l'autre côté
la réalité. Et c'est vrai que c'est facile pour nous de dire la solution à deux États est évidemment celle qu'il faut privilégier. On n'est pas sur place, donc on ne vit pas ce que vivent les Israéliens, c'est-à-dire des attaques qui viennent à la fois de la bande de Gaza, mais aussi au nord du sud Liban. Je vais vous dire, moi je pense que malheureusement, enfin je suis très pessimiste, c'est-à-dire que cette solution à deux États, aujourd'hui, elle est quasiment pas viable, compte tenu d'une part de la présence du Hamas et deuxièmement du mitage de la Cisjordanie par les implantations israéliennes, qui fait que cet État, il n'est quasiment pas vivable. Je vous renvoie aux travaux du diplomate et géographe Michel Fouché sur ce sujet. Emmanuel Macron réaffirme un principe, mais vous voyez, c'est un petit peu, ça tient un peu de la formule magique. Il est impossible à mettre en œuvre, en tout cas dans un délai aussi court. Moi, je pense, oui, je le pense. Rien ne l'obligeait en tout cas à aborder cette question publiquement. Là, on l'a dit, hein, il avait déjà affirmé cette position favorable à la reconnaissance de la Palestine à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion, disait-il, c'était il y a un an. Est-ce que là, finalement, il ne cède pas justement à ce contre quoi il nous mettait en garde il y a quelques mois? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un principe qui est le droit des peuples à vivre sur leur territoire. Donc, je crois qu'il faut à la fois réaffirmer ces principes, donc le principe de la Palestine à avoir un État, et le pragmatisme. Il faut faire des choix. Je pense qu'aujourd'hui, cet État palestinien, un, il n'est pas viable. Deux, il est un danger pour Israël. Et donc, l'histoire de cette région est une tragédie, on le sait. Le propre des tragédies, c'est de ne pas avoir de solution qui puisse satisfaire toutes les parties. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que cet État, il n'est pas viable. Sujet, en tout cas, qui divise fortement la classe politique en France. Enfin, affirment les Insoumis après cette déclaration présidentielle, annonce prématurée, répond le RN. C'est un sujet sur lequel on ne les mettra pas d'accord. Non, on ne les mettra pas d'accord. Et c'est le reflet de ce qu'est le monde d'aujourd'hui qui consacre le retour de la force. De la même façon que aujourd'hui, on n'arrivera pas à avoir une paix en Ukraine qui satisfasse les Ukrainiens, parce que il y a, ce sont les armes qui parlent, ce sont les soldats. Ça n'est plus la diplomatie et ce sont plus les règles du droit international. Dans l'actualité cette semaine également, Guillaume, une autre proposition qui a là aussi beaucoup fait réagir, celle de Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, qui propose dans les colonnes du JD News d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Proposition vivement critiquée par une partie de la classe politique, également par les habitants de l'archipel. Témoignage à retrouver d'ailleurs dans le Figaro, témoignages qui font vraiment l'unanimité contre cette proposition. Quel regard, Guillaume, portez-vous sur cette polémique ? Écoutez, moi j'ai un réflexe qui est que quand tout le monde pense la même chose, c'est que plus personne ne pense. Donc je trouve que ces critiques sont tellement unanimes qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu à creuser. Ça peine à convaincre, y compris dans son propre parti politique. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, Wauquiez fait l'unanimité contre lui. Alors, ou bien c'est un imbécile et il a juste dit une grosse connerie, ou bien il avance des propositions qui sortent tellement du cadre que les gens n'arrivent pas à l'appréhender. Il est certain que Laurent Wauquiez aurait dû prendre la précaution de parler aux élus, aux parlementaires aux élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'archipel, avant d'annoncer ça comme ça tout de go. Mais finalement, qu'est-ce que veut faire Madame Meloni? Elle veut mettre à l'écart les OQTF italiens de façon à pouvoir faciliter ou les gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, de façon à faciliter leur expulsion. Là, l'idée, c'est de sanctionner les OQTF par un éloignement géographique de la métropole. En soi, je ne vois pas en quoi c'est idiot. C'est pas évident à mettre en œuvre. Non, mais bien sûr, c'est pas évident à mettre en œuvre. C'est peut-être pas une bonne idée. Impossible. Ce que Laurent Wauquiez dit, c'est qu'il compte sur l'effet dissuasif d'une telle annonce, et que donc, si on mettait entre guillemets le marché entre les mains des gens qui doivent quitter
notre territoire, ou bien vous partez de vous-même et vous rentrez dans votre pays, ou bien on vous envoie à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision serait vite prise. Alors, bien sûr, ça rappelle le bagne, ça rappelle des conditions un peu terribles. Certains ont évoqué la comparaison avec Guantanamo, vous savez, ce centre de rétention qui est en dehors de toutes les lois et que les États-Unis ont à Cuba. Il n'est pas question de faire ça, mais je trouve que avant de dire c'est complètement con, j'aimerais bien qu'on réfléchisse. Oui. Et je vous dirais que je pense ça, par exemple, sur toutes les initiatives successives que prend le président Trump, on en reparlera peut-être, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un côté grégaire dans la condamnation avant même d'avoir réfléchi. Ça vous a surpris, ces réactions? Nous évoquions les Républicains, mais même chez Marine Le Pen, par exemple, du côté du RN, favorable évidemment à cette politique beaucoup plus restrictive en la matière, Marine Le Pen est tout de suite tombée, elle aussi, sur Laurent Wauquiez en disant que c'était une idée complètement farfelue. Oui, mais j'ai bien vu. Alors, vous savez qu'elle est très populaire dans les territoires d'outre-mer, et donc elle a voulu montrer elle accusait Laurent Wauquiez de considérer ces territoires comme une sorte de territoire de seconde zone, de zone de relégation. Mais si on ouvre un centre de rétention pour OQTF dans un département de la métropole, ça choquerait personne. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Il s'agit encore de territoires français qui respectent les lois françaises. Bien sûr qu'il faudrait que ça se fasse en accord avec les responsables locaux, mais sachant que y a des terrains qui sont disponibles parce que ce sont des zones qui sont peu habitées, qu'elles sont par ailleurs économiquement assez défavorisées parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'activités économiques. Je dis pas que Laurent Wauquiez a raison. Je dis peut-être qu'avant de condamner, on pourrait essayer de réfléchir. D'un point de vue purement politique, on est en pleine campagne pour la présidence des Républicains, 5 semaines encore avant le scrutin, à la mi-mai. Clairement, ce que fait Laurent Wauquiez, il joue cette stratégie, celle de la radicalité contre celle de l'impuissance qu'il impute à Bruno Retailleau. Est-ce que c'est pas dit que ça marche? Il joue en tout cas son va-tout. Oui, en tout cas c'est assez cohérent avec la stratégie de transgression qui a toujours été celle de Laurent Wauquiez dans sa carrière politique. À certains moments, il renverse la table. Je me souviens que quand il avait dénoncé une société d'assistanat, le cancer de l'assistanat même, pour critiquer l'abus de prestations sociales que recevait une partie de la population, tout le monde l'avait critiqué, y compris d'ailleurs au sein même du gouvernement auquel il appartenait, y compris au sein de son camp politique. Finalement, avec le recul, il n'avait peut-être pas complètement tort. Il était effectivement à l'époque dans le gouvernement de François Fillon. Dans ce rôle de dynamiteur donc, que Laurent Wauquiez tente peut-être de s'accaparer, en tout cas il y en a un autre, lui ça c'est certain, à qui cette palme revient, c'est Donald Trump. C'est d'ailleurs la couverture du Figaro Magazine ce week-end, président américain qui a donc surpris tout le monde hier en annonçant suspendre pour 90 jours ses surtaxes douanières à l'exception de la Chine. C'est d'ailleurs à peine s'il a reconnu qu'elles effrayaient un peu, pour reprendre ses mots. Pour le journaliste économique que vous êtes, Guillaume, c'est un coup de tonnerre. On a du mal à comprendre à quoi il joue, clairement, le président américain. Oui, alors... C'est le propre de Trump, c'est le propre de Milley, c'est le propre de Boris Johnson, c'est le propre de ce que l'on appelle les chefs d'État populistes, qui sont décrits remarquablement dans le dernier essai de Giuliano d'Ampoli, vous savez, cet essayiste italien qui avait écrit Le Mage du Kremlin et les ingénieurs du chaos. Dans ce dernier livre qui s'appelle Le Temps des prédateurs, d'Ampoli explique que ces chefs d'État et de gouvernement de nouvelle génération, même si Trump n'est pas tout jeune, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont en rupture, et l'une de leurs particularités, c'est qu'ils prennent des décisions qui ont l'air irrationnelles. Oui. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de surprendre, l'idée, c'est de renverser la table, l'idée, c'est de casser les codes. C'est un peu d'ailleurs ce que fait Laurent Wauquiez en disant, tiens, et si on installait les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est-à-dire que c'est le chamboule tout. Alors, la question c'est, est-ce que ces gens sont seulement dingues, ou bien est-ce qu'ils ont une volonté de transgresser pour changer les règles du jeu? Il me semble que ce qu'a fait Donald Trump est pas idiot, parce que il a voulu imposer
d'abord ce sujet à l'agenda international, consistant à dire les États-Unis ont un problème, ils ont un déficit commercial majeur avec un très grand nombre de pays du monde, avec presque tous d'ailleurs, et donc il faut que les règles changent. Et si vous voulez pas changer les règles, c'est-à-dire par exemple si vous ne voulez pas réguler l'exportation vers les États-Unis, on va taper très fort. Bon, ça a fait paniquer tout le monde, et moyennant quoi, il a, si vous me permettez cette expression un peu triviale, attendri la viande, quoi. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un coup de tonnerre pour imposer des discussions. Et je pense que c'est pas idiot. Surtout que ce qu'on comprenait mal, c'est pourquoi ils mettaient tout le monde dans le même sac, alors que le vrai adversaire, presque le vrai ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Donc aujourd'hui, ils se concentrent sur la Chine, et ça, c'est pas irrationnel. Vous donnez une hypothèse d'ailleurs dans votre éditorial ce week-end, Guillaume, éditorial écrit avant le volte-face de Donald Trump, je le précise. Oui, on fait pas un métier facile. Voilà, hasardons une hypothèse, mieux vaut réformer brutalement son pays, quitte à faire machine arrière quand on se trompe, que d'ériger indéfiniment la tergiversation en méthode de gouvernement. Il a donc fait machine arrière, Donald Trump. Est-ce qu'il s'est trompé? C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, bon, là, j'étais pas trop... Vous avez je me suis pas trop trompé. Je me suis pas trop trompé, c'est parce que ça me paraissait tellement illogique que cet homme qui est aussi celui qui veut promouvoir la santé de l'économie américaine mette en danger comme ça, à travers les marchés financiers, l'équilibre économique de son pays. Je pensais que ça pouvait difficilement durer indéfiniment. Oui, il s'agit d'abord d'une promesse de campagne. C'est une idée fixe chez Trump. D'ailleurs, lors de son premier mandat, il avait déjà imposé ce bras de fer commercial avec la Chine. Alors, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? On peut en discuter. Mais moi, je suis assez en phase avec ces responsables politiques qui disent maintenant, la situation doit changer. Si vous m'élisez, il va y avoir des changements radicaux et voilà ce qu'ils seront. C'est ce qu'a fait Boris Johnson quand il a été nommé Premier ministre et qu'il a sorti le Royaume-Uni de l'Europe. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Il est pas certain que les Américains ressortent gagnants de cette séquence. Non, mais vous avez raison. Mais Trump avait même dit les droits de douane, ce qu'on appelle les tariffs en américain, en anglais américain, c'est le plus beau mot du dictionnaire. Oui. Tariffs. Et donc il avait annoncé la couleur. Ça, oui, c'est ça. Et il tient ses promesses. Alors nous en Europe, on n'a pas l'habitude parce qu'en général, les gens font des campagnes électorales un peu radicales. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils disent ouh là là, mais c'est très compliqué. Oh, on va réunir une commission. Oui. On va faire un livre blanc. Oui, c'est ça, il faut rassembler. Et il faut lui... Non, je pense que un responsable politique, c'est fait pour prendre des décisions, y compris des décisions fortes. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on réduit cette fracture entre les peuples, les citoyens et les responsables politiques. C'est en tout cas une opportunité pour l'Europe pour se réveiller. Oui, je le pense, parce que vous savez que il m'arrive souvent de critiquer l'Union européenne, mais elle est clairement dans son rôle en prenant le leadership des négociations avec les États-Unis, puisque les règles commerciales sont de la compétence de la Commission et qu'on est plus puissants tous ensemble. Après, est-ce qu'on va rester tous ensemble? Je ne sais pas. Il ne vous a pas échappé que Madame Meloni s'apprête à s'envoler pour Washington pour essayer de discuter dans son coin avec Trump. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'unité européenne tienne. Et c'est peut-être un retour également des accords bilatéraux. On continue d'en parler dans un instant avec l'économiste Marc Toiti. Le Figaro Magazine ce week-end, le dynamiteur, ce que Donald Trump a vraiment en tête. Le récit également de vos reporters, Vincent Joly, Louis Pallu à la Maison-Blanche et au Capitole. C'est retrouvé en kiosque demain matin. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et on vous retrouve la semaine prochaine. On continue donc de parler de cette incroyable volte-face de Donald Trump sur les droits de douane américains. Quelles conséquences pour l'Europe? Faut-il d'ailleurs vraiment s'en féliciter? On en parle donc tout de suite avec Marc Toiti. On écoute d'abord le président américain qui tente d'expliquer sa stratégie. Vous allez voir, c'était ce matin à la Maison-Blanche. C'est pas toujours très facile à suivre. I think it probably came together fairly early this morning. Just wrote it up. We didn't have the use of, we didn't have access to lawyers, or we just wrote it up from our hearts, right? It was written from the heart. And I think it was well written too, but it was written from the heart. It was written as something that I think was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt. And they all want to negotiate. The only problem is, you can only do so many at one time. We want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time. And we decided to pull the trigger. And we did it today, and we're happy about it.
Bonjour Marc Toiti. Bonjour Timothée, ravi d'être là. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes économiste évidemment, conseiller économique de eToro, président également du cabinet de conseil aux dirigeants à CDFI. Alors vous suivez évidemment de très près ce qui se passe outre-Atlantique. On a vu donc ce revirement de Donald Trump, ses explications d'ailleurs ce matin à la Maison Blanche. C'est un peu ce que nous disions à l'instant. La question, en tous les cas, que je posais à Guillaume Roquette, on a du mal à comprendre quand même quelle est sa stratégie. Alors, globalement, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais d'un autre côté, il a eu en partie ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire que bon, maintenant, on commence à le comprendre. Il est dans la négociation permanente, parfois effectivement un peu violente. Donc voilà, il a annoncé des droits de douane assez incroyables. Et finalement, il y a eu une réaction assez positive, c'est-à-dire vis-à-vis des États-Unis, y compris de nous, l'Union européenne. Finalement, on n'a pas dit on va mettre des droits de douane, etc. Oui, on va dire on va taxer le fil dentaire. Bon, c'est pas ça qui va changer la donne, mais toujours est-il que on a une situation où il calme le jeu, et puis surtout, il a eu peur de la réaction des marchés. C'est ça, son vrai volte-face, il vient de là. C'est-à-dire le fait que préoccupé effectivement par les taux obligataires américains, par ce qui se passe également sur les marchés, mais c'est une machine arrière quand même. Alors, moi j'ai envie de dire, globalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est que Trump voulait de la négociation. C'est-à-dire que j'imagine pas qu'il allait plonger l'Amérique dans un mouvement de protectionnisme durable. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est aussi un libéral. Donc même si effectivement il avait promis, c'est America First, ça veut dire États-Unis avant tout, néanmoins, il n'a pas intérêt à faire s'effondrer l'économie américaine. Et selon moi, l'erreur qu'il a faite vraiment, c'était sur le dollar. D'ailleurs, c'est ce qui a fait peur aux investisseurs. Quand il a commencé à dire « je veux que le dollar baisse », ça c'est une grave erreur. Parce que si le dollar baisse, évidemment, alors on dit oui, c'est bon pour les exportations, certes, mais surtout ça fait de l'inflation importée, et surtout, ça casse la croissance. Et ça casse la confiance qu'on peut avoir dans l'économie américaine. C'est ce point-là qui l'a fait changer d'avis. Ah oui, je pense que la clé, surtout pour le monde entier, c'est-à-dire que si le président, ce qui est très rare, dit « je veux un dollar faible », alors à ce moment-là, évidemment, les investisseurs ne vont pas arriver chez vous, parce que finalement, vous vous dites à quoi bon, parce que là où je vais investir, ça va être dévalorisé, et donc il n'y a aucun intérêt de le faire. Et à ce moment-là, c'est là où les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, parce qu'il y a eu quand même deux phases. D'abord, il y a eu l'effondrement boursier. Bon, ça on le savait, c'est dans son programme économique, mais néanmoins les bourses ont un petit peu paniqué. Mais dans un premier temps, les taux d'intérêt ont un petit peu baissé. Là, c'était donc après, effectivement, ces déclarations assez incroyables sur le dollar notamment, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Les taux d'intérêt de la dette publique américaine. Ça veut dire que donc ça va coûter de plus en plus à l'État américain pour financer sa dette, mais surtout à l'ensemble de l'économie. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, eh bien tous les taux d'intérêt de crédit augmentent, et donc ça casse l'investissement, ça casse la consommation. Et avec le risque également de faire peser tout cela sur les Américains eux-mêmes, et notamment sur son électorat. Exactement, et n'oublions pas que les Américains investissent beaucoup en bourse. C'est pas le cas de chez nous, mais c'est vrai que pour eux, notamment via les fonds de pension, mais également en direct, alors à ce moment-là, quand les cours des actions baissent, eh bien, ils sont inquiets. Alors, je rappelle quand même que sur les marchés boursiers, on avait eu une augmentation de plus de 100% au cours des 2 années précédentes, notamment sur le Standard & Poor's 500 ou sur le Nasdaq. Et donc là, même quand on est le mouvement de baisse, on avait encore 40% de hausse par rapport à 2022. Donc, vous voyez que c'était pas dramatique. Là, aujourd'hui, cette remontée me paraît évidemment un petit peu excessive. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, on a un cas d'école. C'est-à-dire, on a eu un délit d'initié mondial. Oui. C'est-à-dire que hier, Donald Trump, donc avant d'annoncer qu'il va faire un délai de 80, il dit c'est le moment d'acheter. Oui. C'est incroyable. Le président dit. Alors on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. C'est le moment d'acheter. Bon, on sait très bien que quand ça a beaucoup baissé, c'est le moment d'acheter, ça c'est sûr. Mais quelques heures plus tard, il nous dit voilà, on fait une pause de 90 jours. Et donc là, évidemment, les marchés s'enflamment. Donc ça veut dire que il a prévenu finalement. Donc, je pense pas qu'il va être condamné pour ça, mais c'est vrai que c'est quasiment un délit d'initié. Mais comme tout le monde le savait, alors finalement, ça devrait passer. Mais toujours est-il qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que si on savait tout ce qui allait se passer, c'est-à-dire que la réaction d'abord baissière du marché, puisque là aussi, c'est vrai que être aussi agressif que cela, c'est ce qui a fait baisser les marchés. Donc là, on aurait pu acheter des options de vente, ce qu'on appelle des puts, donc spéculer à la baisse sur la baisse des marchés, et une fois que ça a bien baissé, racheter à la hausse. Donc là, certains ont dû évidemment gagner pas mal, je dirais, de faire pas mal de gains assez incroyables. Il avait promis qu'il ne changerait jamais de politique, Donald Trump. Il le disait encore la semaine dernière, le week-end dernier, sur son réseau social, Trust Social. Est-ce que finalement ce volte-face c'est un camouflet pour lui, ou bien est-ce que vous dites non, en fait c'est une stratégie? D'ailleurs, comme le dit l'un de ses ministres, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, il dit non, c'était sa stratégie tout du long. Oui, moi je pense qu'encore une fois, il faut voir son histoire, son historique. C'est un personnage assez fort, assez violent parfois. Il y a des déclarations assez incroyables, notamment hier quand il a dit que les investisseurs ou les pays étrangers venaient lui licher, bon on dira pas quoi. Oui. Mais oui,
C'est quand même assez incroyable qu'un président parle ainsi, mais moi je commence maintenant à bien le comprendre, et finalement c'était sa stratégie. Est-ce qu'il a quand même subi la pression des milieux économiques, et notamment des grands patrons américains? Clairement, c'est-à-dire, à mon avis, il ne s'attendait pas à une baisse aussi forte des marchés boursiers, et surtout à l'augmentation des taux d'intérêt. Mais néanmoins, il a eu quand même en partie ce qu'il voulait, c'est que donc déjà, il a quand même augmenté de 10% les droits de douane, parce que ça, on ne le dit pas, mais il y a quand même 10% pour tout le monde, c'est quand même pas rien. Et puis parallèlement, il est en train d'obtenir, je pense, des accords. On a vu notamment beaucoup de pays asiatiques essayer de trouver des accords. Et vous savez, ce que veut Trump également, c'est justement sauver l'hégémonie du dollar et donc des États-Unis en disant à tous ces pays, notamment asiatiques, continuez à commercer en dollars, continuez à avoir du dollar dans vos réserves de change, parce que c'est ça la force des États-Unis. C'est le rôle du dollar. Et c'est là où il s'est trompé quand il a dit le dollar va baisser, parce que si jamais le dollar baisse trop, le dollar ne rassure plus. Donc le dollar ne reste plus la monnaie de transaction mondiale, et ne devient plus non plus, je dirais, la monnaie de réserve de change. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les Américains peuvent avoir une dette publique énorme, mais continuer d'avancer? Déjà parce qu'ils ont de la croissance, mais également parce qu'il y a cette demande mondiale de dollars. S'il n'y a plus cette demande mondiale de dollars, les Américains s'effondrent, les États-Unis s'effondrent. Et là, évidemment, ça serait une crise, on n'imagine même pas, mais toujours est-il que l'avantage des États-Unis, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de concurrent au dollar. Il y aurait potentiellement le yuan, mais les Chinois vont mal. Et c'est là où c'est intéressant de voir ce qui se passe. Il a gardé justement ses droits de douane vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine a contre-attaqué. La Chine, c'était le seul grand pays qui a dit moi, j'augmente également mes droits de douane. Mais en réalité, c'est le pays qu'il vise depuis le début, la Chine. Évidemment, et c'est normal. Pourquoi? Parce que la Chine réalise à peu près 600 milliards de dollars chaque année d'exportation vers les États-Unis. C'est son premier client. Et surtout, quand on voit le déficit bilatéral, encore dernièrement, quasiment 500 milliards de dollars de déficit entre les États-Unis et la Chine, à l'avantage bien sûr de la Chine. Il y a un enjeu qui est économique extrêmement important pour la Chine. Vous évoquiez effectivement cet excédent commercial avec les États-Unis. Les États-Unis sont dans un rapport de force qui est en leur faveur. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il faut bien prendre conscience que la Chine aujourd'hui va mal. C'est-à-dire qu'économiquement parlant, sur la demande intérieure, ça va mal. Il y a une crise immobilière, il y a le problème démographique, et la demande intérieure ne repart pas. On a vu notamment que depuis le Covid, la Chine a perdu énormément de parts de marché au profit de l'Inde, par exemple. On voit par exemple les iPhones d'Apple qui étaient produits quasiment exclusivement en Chine, maintenant de plus en plus produits en Inde. Donc là aussi, la Chine perd des parts de marché. Donc elle a besoin de son moteur extérieur. Et d'ailleurs, depuis un an, on le voit, elle a fait du dumping. C'est-à-dire qu'elle a baissé les prix, elle a vendu à perte, notamment en Europe, notamment dans l'automobile, pour inonder le marché. Et donc on le voit bien, dernièrement, la Chine a battu des records d'excédents commerciaux. On est à plus de 1200 milliards de dollars d'excédents commerciaux sur 12 mois, c'est du jamais vu. Et donc ça veut bien dire que la Chine a besoin de ce moteur, parce qu'elle n'a pas le moteur intérieur. Et c'est là où c'est très dangereux. Parce qu'on a des produits chinois qui vont peut-être pouvoir inonder les marchés européens. C'est déjà le cas. Mais juste, je termine sur la Chine. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de la Chine, c'est que jusqu'à présent, elle a réussi à augmenter le niveau de vie. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 ans, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Aujourd'hui, ils sont 750 millions. Donc c'est beaucoup. Sauf qu'il manque encore 700 millions qui attendent de prendre le train. Encore faut-il qu'il y ait un train. Et donc, si jamais il reste à 4-5% de croissance, pour nous, c'est beaucoup, mais pour eux, c'est insuffisant. D'où ils ont besoin de ce moteur extérieur. C'est pour ça que je suis persuadé, là, Trump leur a donné effectivement un coup. 125% effectivement de part de du méga, c'est absolument considérable. Bien sûr. Elle s'est tirée une balle dans le pied, la Chine, en répondant, en rentrant dans ce rapport de force, justement. Moi, je pense que avec Donald Trump, avec les États-Unis. Elle avait besoin de faire ça parce qu'ils sont également, ils ont un orgueil également très fort. Donc ils avaient besoin, là, ils ont été un petit peu touchés dans leur orgueil. Mais c'est le grand perdant de cette séquence. Alors, ça va dépendre de ce qui va se passer ensuite. Je pense qu'il y aura un accord. Moi, je suis persuadé qu'il y aura un accord entre la Chine et les États-Unis. Ne l'oublions pas que les Chinois détiennent à peu près 1000 milliards de dollars de bons du Trésor américain et ont des réserves de change de 3200 milliards de dollars. Donc, ils n'ont pas non plus intérêt à ce que le dollar s'effondre complètement. Sinon, eux aussi, ils vont avoir des difficultés. Donc voilà, il y a ce jeu de poker menteur, si vous voulez, on se tient la barbichette. Et je pense qu'il y aura un accord. Et c'est là où Trump pourra en sortir effectivement grandi. Parce que, justement, la Chine, elle n'a pas les moyens aujourd'hui de concurrencer notamment le dollar et donc d'avoir un choc frontal avec les États-Unis. Et on le voit, il y a pas mal d'entreprises chinoises qui délocalisent aujourd'hui au Vietnam,
ou au Cambodge. Vous avez remarqué que le Vietnam, le Cambodge, c'était les premiers pays qui ont négocié avec les États-Unis justement pour réduire leurs droits de douane, et Trump a dit oui, pas de problème, on va se trouver un accord. Alors quelles conséquences pour les Européens également, pour la France? Faut-il par exemple se tourner vers la Chine? On va en parler, notamment dans le cadre d'accords bilatéraux. Ce qui est certain, c'est que l'heure est au soulagement ce matin dans les différentes déclarations. Les taux également boursiers remontent. Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce qu'il ne faut pas malgré tout rester prudent? D'ailleurs, c'est quand même soulagement ce matin, mais on voit bien que les différents dirigeants restent prudents justement dans leurs déclarations. Il faut rester très prudent. Ils ont raison. Ouais. Oui, bien sûr, surtout qu'on est dans un contexte un peu difficile. On a une croissance mondiale qui ralentit, donc c'est pas non plus l'euphorie, on ne peut pas avoir cette euphorie. Et surtout, le problème numéro 1 de l'Europe, c'est qu'on n'avait pas de moyens de rétorquer face aux États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes indépendants, nous sommes dépendants énergétiquement, justement, notamment de l'oncle Sam. On a fait le boycott du gaz russe, si on fait aussi le boycott du gaz américain. Donc c'est là où il y avait ce qu'ont fait les Américains, ils ont pu le faire parce qu'ils ont l'indépendance énergétique, ce que nous n'avons pas. Et donc le problème, c'est que si on se met à augmenter les droits de douane, par exemple sur l'énergie ou sur on a vu que les prix de l'énergie avaient baissé suite à cette sur le pétrole, parce qu'il y avait un risque de ralentissement mondial. Donc c'est pas que le pétrole a baissé, mais néanmoins, sinon on augmentait les droits de douane chez nous sur l'énergie, alors là, mécaniquement, ça faisait de l'inflation. C'était le consommateur final qui payait. Donc évidemment, il y a un soulagement par rapport à cela. Par contre, il y a un danger, vous l'avez dit, c'est la Chine. C'est qu'effectivement, si la Chine n'a plus le marché américain, qui est son premier marché, elle va chercher d'autres marchés, et notamment nous, les Européens. Et si nous aussi, on ne met pas de droits de douane, alors on risque d'avoir des difficultés. C'est là où peut-être il y a une certaine, je dirais, un certain salut de ce qu'a fait Trump. Ça a été le premier qui a osé s'attaquer à la Chine. Oui. Parce que nous, malheureusement, on ne le fait pas. Alors on nous dit oui, on va réindustrialiser, etc. C'est des belles paroles. Beaucoup de marketing. Par contre, dans les faits, il n'y a rien, pas grand-chose qui se passe, malheureusement. Et nous, les Européens, nous avons raté le match technologique. C'est ça le drame, c'est que le match a déjà été perdu. Quand vous regardez les chiffres, sur les 30 dernières années, le PIB américain, donc la richesse qu'on crée aux États-Unis, hors inflation, a augmenté de 110%. En France et dans la zone euro, ça a augmenté de 55% sur la même période. Du simple au double. Donc le match, on l'a déjà perdu, vous comprenez? Donc c'est ça qui est dangereux, parce que justement, on n'a pas assez investi, on n'a pas assez innové. Par exemple, là où on aurait pu faire mal aux Américains, dans un rapport de force, c'était sur les GAFAM. Les taxer davantage, voire les interdire. Sauf que on a tenté de les réglementer, malgré tout. Mais on n'a pas d'alternative. Oui. Le problème, c'est que pour arrêter les GAFAM américaines, il faut des GAFAM européennes. Sauf que malheureusement, on n'en a pas. Oui. Donc c'est ce qui fait que on est dans une situation d'infériorité. Dans l'innovation, effectivement. Dans l'innovation, et même au niveau, regardez, la France, ça, les Français ne le savent pas, mais jusqu'aux années 80, la France, en termes de PIB par habitant, donc de richesse par habitant, on était plus riche que les Américains. On était 10e du monde, les Américains étaient 12e. Aujourd'hui, les Américains sont 5e du monde et nous sommes 24e. Et nous allons donc subir, rappelons-le malgré tout, il y a ce soulagement, mais nous allons quand même subir ces 10% de droits de douane qui restent là et qui sont quand même importants. Comment devraient agir, selon vous, les entreprises françaises, enfin européennes et surtout françaises? Malheureusement, elles commencent déjà à réagir. Oui. C'est-à-dire que c'est évident qu'on va produire certainement davantage, peut-être aux États-Unis, ou réorienter certains marchés. Parce que le problème, c'est que nous, on a la double peine. On a donc les 10% de droits de douane, c'est quand même pas rien. Et on a l'euro qui s'est apprécié. Donc quand l'euro s'apprécie, ça fait augmenter le prix des produits exportés. Oui. Et regardez, on nous dit oui, il faut faire mal aux États-Unis, etc. Très bien, mais regardons les chiffres. La part des exportations françaises vers les États-Unis, c'est 3% de notre PIB. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas rien. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de croissance, donc on a besoin d'un petit peu de soutien. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire les exportations américaines vers la France, ce n'est que 0,2% du PIB américain. Donc si on veut leur faire mal, c'est comme si on veut tuer un éléphant avec une tapette. Mais quel chef d'entreprise va se dire aujourd'hui, quand on voit l'imprévisibilité quand même des politiques américaines et de Donald Trump, qui va se dire aujourd'hui je vais investir aux États-Unis? Alors, ça a été le cas dernièrement. On a vu CMA-CGM, par exemple, qui a quand même investi. Mais c'était avant cette séquence. Oui, mais c'est décidé, donc ce sera 20 milliards de dollars. N'oublions pas que Trump ne sera pas président à vie des États-Unis. On n'est pas dans une dictature, heureusement, au contraire de ce qui se passe en Chine ou dans d'autres pays d'ailleurs. Il faut pas l'oublier. Donc, ce qui compte pour effectivement l'économie américaine, c'est qu'il y ait toujours cette valeur travail, cette innovation, ce rôle également, on le voit, des marchés financiers. Donc c'est sûr que tant qu'il y a ça, Trump... D'ailleurs, on voit bien, moi je pense que c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que finalement, il est revenu en arrière. Ça veut dire,
la crainte qu'on avait, c'est qu'il y ait un mouvement de protectionnisme mondial, de repli sur soi au niveau mondial, et que ça génère ensuite un ralentissement, voire une récession mondiale, de l'inflation au niveau mondial. Là, il se calme. Donc ça veut bien dire que finalement, le pragmatisme l'a quand même emporté. C'est ça la différence, je pense, entre l'Europe et les États-Unis. C'est que nous, on est dogmatique. C'est-à-dire que nous, on adore mettre des règles, etc. Ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire qu'effectivement, on respecte plein de règles, mais on est mort. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On ne fait pas de croissance, il y a du chômage qui augmente, il y a de la pauvreté qui augmente, donc on n'a rien gagné. Alors que les Américains, finalement, il y a ce pragmatisme, et on vient de le voir. Si ça va trop loin, on essaye, ils ont essayé. Mais si, effectivement, il y a des vrais risques sur l'économie, sur, je dirais, la santé également financière, donc aussi des ménages, alors à ce moment-là, on se calme. On fait un petit peu machine arrière. Mais il y a quand même une remise en cause des règles du libre-échange, et ça, c'est justement l'ADN de l'Union européenne. Quelle est notre marge de manœuvre face à cela? Alors, ce que je veux que il y a une tendance de fond qui est là. Malheureusement, on n'a plus de marge de manœuvre, puisque on n'a pas assez investi dans l'innovation, et surtout, on n'est plus... Enfin, à part un petit peu la France grâce au nucléaire, heureusement qu'on l'a gardé, parce que je rappelle que M. Hollande et même M. Macron à la base voulaient arrêter le nucléaire. Heureusement qu'on l'a gardé. Mais le drame, c'est que nous ne sommes plus indépendants énergétiquement. Et donc on a besoin de ce reste du monde, ne serait-ce que pour produire, effectivement. Et si on veut réindustrialiser, là aussi c'était une erreur stratégique des années 80, 90 et même 2000, où les dirigeants français ont voulu sacrifier l'industrie française en disant on veut une économie sans usine. C'était une grave erreur. Et voilà, maintenant, malheureusement, nous payons ces erreurs. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, encore une fois, c'est le résultat des erreurs stratégiques pendant des décennies. On essaie aujourd'hui d'inverser la tendance, mais regardez, c'est quand même assez incroyable, parce que dans le package de Trump, bon, il y a les droits de douane, mais surtout la baisse des impôts pour les entreprises. Alors nous, que faisons-nous, nous, notamment les Français? On fait exactement l'inverse. On augmente les impôts. Donc on dit, aux entreprises, allez, il faut réinvestir, il faut réindustrialiser, mais je vous augmente quand même les impôts. Mais c'est pas sérieux. Vous voyez, c'est-à-dire que ce genre de schizophrénie, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut faire des annonces, mais surtout se donner les moyens de ces annonces. Et ça nous impose, c'est ça la grande différence. De peut-être revoir nos manières de fonctionner. Voilà, pragmatisme contre dogmatisme. Moi, je rêverais d'avoir effectivement du pragmatisme en France chez nos dirigeants. Merci beaucoup, Marc Potier. Énormément d'enjeux, évidemment, dans cette guerre commerciale. On continue de décrypter tout cela et de suivre cela très attentivement dans Point de vue. Je rappelle, Marc Potier, votre dernier livre, ça s'appelle Reset 2. Oui. Bienvenue dans le monde d'après. Il y a ma chaîne YouTube également. Là, on vient de dépasser. Et votre chaîne YouTube, effectivement, Marc Potier TV. On vient de dépasser les 225 000 abonnés. Donc, je remercie tous nos abonnés. Bravo. Et on vous retrouve donc sur cette chaîne YouTube. Votre dernière vidéo, je crois, porte justement sur cette guerre commerciale. Merci beaucoup, Marc Toiti. Avec plaisir. On disait justement que l'économie est une religion, en tout cas celle de mon prochain invité, partagée par près d'1,4 milliard de personnes dans le monde. Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la paroisse de la Madeleine à Paris, publie son journal d'un curé de Paris. On en parle dans un instant, l'occasion de revenir sur un certain nombre de grands débats qui agitent l'Église de France, et notamment... Ça, c'est pas un débat, c'est une information. La toute récente nomination de Monseigneur Jean-Marc Aveline, cardinal archevêque de Marseille, à la tête de la conférence des évêques de France. On l'écoute. Je n'étais pas candidat pour assumer cette charge, parce que j'en ai déjà beaucoup d'autres. Vous me posiez la question tout à l'heure. Et cependant, bon, je fais confiance à la volonté de mes frères. Et ce qui m'a déterminé, c'est ma propre devise épiscopale. La semaine dernière était célébrée la fête de l'Annonciation. C'est le jour où finalement, intérieurement, j'ai pris la décision d'être disponible si cette charge m'était demandée. Bonjour, Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes prêtre, curé de l'église de la Madeleine à Paris, ancien recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Et vous publiez votre journal d'un curé de Paris aux éditions Fayard, livre dans lequel vous revenez sur 44 années de prêtrise. Et c'est pas fini, bien sûr. Vous revenez également sur un certain nombre de débats qui agitent aujourd'hui notre société. On va en parler. Un mot d'abord. Nous entendions à l'instant le cardinal archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui a donc été nommé président de la conférence des évêques de France il y a quelques jours, en succession à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims. Comment vous, en tant que prêtre engagé que vous êtes, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Eh bien, j'allais dire d'une manière très positive. D'abord parce que je connais le cardinal Aveline, donc c'est une joie de le rencontrer. Je lui ai envoyé mon livre, il m'a répondu immédiatement, me disant qu'il allait prêcher une retraite sur le sacerdoce et qu'il s'en inspirerait sûrement. Voilà, même si oui. mon histoire est un peu particulière et pourtant j'ai eu des ministères qui me rapprochent un peu de lui. À la fois nous sommes des... Quelles doivent être selon vous ses priorités à la tête de l'Église de France? Pour moi c'est la question de l'évangélisation.
parce que nous sommes dans un pays qui malheureusement n'est plus chrétien, et il faut absolument réévangéliser. Et je pense que, vous savez, c'est comme un incendie, il y a des braises, il suffit de souffler sur les braises pour que le feu reprenne. Et je pense que ce que je perçois aujourd'hui, même à la Madeleine, hein, qui est un lieu un peu étrange, au cœur de Paris, où il n'y a plus d'habitants, quasiment plus, hein, eh bien, je vois le monde venir, le monde arriver, et des demandes de baptême, et donc je me dis, voilà, il y a quelque chose qui se passe. On va y revenir notamment effectivement sur ces demandes de baptême. Vous, en tant que prêtre, effectivement, vous recevez beaucoup de monde qui viennent vous demander de recevoir le sacrement. Un dernier mot quand même sur Monseigneur Jean-Marc Aveline, parce que depuis l'annonce de cette nomination à la tête de l'Église de France, vous savez que c'était un cardinal dont on dit qu'il est en vue à Rome. Il fait même partie de cette liste dite des papabilés. Donc c'est ces cardinals qui font partie d'une liste dont on se dit qu'il pourrait peut-être un jour devenir pape. Ce serait une bonne nouvelle pour l'Église de France. Vous parliez de l'évangélisation. Ah, je pense que ce serait une bonne nouvelle qu'il soit pape. Un pape français. Un pape français. Oui. C'est quelque chose. Vous sentez qu'il y a une demande chez les fidèles français? Je pense que les Français seraient très heureux d'avoir un pape français, parce qu'on a un petit côté chauvin, donc de se dire que le futur pape, mais enfin, vous savez, on rentre papabilé, on ressort cardinal. Oui, c'est effectivement la formulation qui circule à Rome en temps de conclave. Oui. Nous évoquions cette question, j'y reviens parce que c'est effectivement une question très importante, la question des baptêmes dans l'Église. Les catholiques se préparent à vivre un moment extrêmement important, la fête de Pâques, dans quelques jours, avec la Semaine Sainte également, qui va précéder cette fête de Pâques. C'est traditionnellement à ce moment-là qu'effectivement que les baptêmes d'adultes sont célébrés. Ils seront 670 à recevoir le sacrement à Paris cette année, contre 522 l'année dernière, une tendance donc à la hausse et qui d'ailleurs concerne quasiment tous les diocèses de France. Oui. Comment l'expliquez-vous? Il y a quelque chose qui nous dépasse. Je pense que vraiment, quand je vois les catéchumènes de Paris et à la Madeleine, de temps en temps, je me dis, mais ils nous tombent du ciel. Parce que je n'ai pas une paroisse en tant qu'une vraie paroisse, hein, avec une communauté. C'est une paroisse d'élection. Et quand j'interroge tous ces jeunes qui viennent demander le baptême, je dis, mais pourquoi la Madeleine? Qu'est-ce qu'ils vous disent justement quand ils demandent le baptême? Ils disent, il y a un désir d'abord de vérité, un désir de vivre avec Dieu, un choix. Par exemple, pour un ou deux musulmans, c'est un véritable choix. C'est difficile hein, pour un musulman de changer de religion et d'entrer dans l'Église catholique. Mais, j'allais dire, ils le font, voilà, dans la simplicité, la vérité, parfois une pauvreté. Mais sinon, vous savez, il y en a même un qui était venu à la Madeleine parce qu'il y a Napoléon. C'est Napoléon qui a construit le temple. Et lui, il était passionné par Napoléon. Je lui ai dit, voyez, quand même, Napoléon peut servir au moins à ça. Et qui a finalement décidé de demander le baptême. Et voilà. Parce qu'il aimait Napoléon et il s'est dit, c'est là où le Seigneur m'attend. Ah ben, très bien. Donc j'allais dire, à chaque fois, ce sont des histoires un peu fantastiques. Mais de quoi ce mouvement est-il le nom? Ce mouvement effectivement des catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux. Ce sont des gens, dans ce qu'ils vous disent en tout cas, qui cherchent, il y a une recherche de repères, une recherche de transcendance, une recherche de Dieu. Recherche de Dieu et donc de sens à leur vie. Je suis frappé par voilà ce non-sens. Et donc les gens aujourd'hui se disent mais où allons-nous? Bon, à travers l'actualité politique, géopolitique, les guerres, tout ce qui se passe, c'est sûr que ça doit susciter dans le cœur des gens, de dire mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit nous dépasser un peu? Je pense que alors c'est vrai que il y a aussi, il faut le dire, il faut être honnête, il y a une correction de tous les baptêmes qu'on faisait quand on était bébé, qu'on n'a pas fait et qui aujourd'hui se disent, grâce d'ailleurs au témoignage souvent des parents, disent j'ai envie d'être baptisé.
Mais il n'y a pas que ça. Notamment chez des gens d'ailleurs qui n'ont aucune attache particulière avec la religion à l'origine. Oui. Et puis moi, je vois, quand je demande un peu vos parents, ils sont athées, donc il n'y a vraiment pas de lien. Mais il y a eu un déclic, une rencontre avec une amie, un ami, un événement dans leur vie, parfois la maladie, la mort d'un proche, et puis et ça nous dépasse. C'est Dieu qui les a interrogés, hein, et Dieu leur a dit « et toi, et toi ?» À des parcours, effectivement, à des moments de leur vie, effectivement, où ils en ont eu besoin. Des gens qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas forcément grandi dans des milieux marqués par la religion. C'est un parcours qui est assez différent du vôtre. Vous le retracez dans ce livre. Et vous racontez notamment les raisons qui vous ont poussé à vouloir devenir prêtre. Pourquoi avez-vous voulu devenir prêtre, justement, il y a 44 ans maintenant ? Oh là là, c'est plus que 44 ans, mais sinon vous allez savoir mon âge. Moi, ça fait, quand j'avais 7-8 ans, j'ai baigné là-dedans. Moi, je dis souvent, j'ai dû prendre de l'eau de Lourdes le plus rapidement possible, c'est pas possible. Je voulais être prêtre à ma première communion, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait comme un désir. Vous savez, c'est comme le désir d'être pompier, le désir d'être médecin. Moi, j'avais le désir d'être prêtre. Non, c'est un peu bizarre, mais c'était comme ça. Et donc, il faut dire que j'étais dans un milieu porteur. Hein. J'étais à Sainte-Croix de Neuilly. Il y avait à ce moment-là beaucoup de prêtres à Sainte-Croix. C'était un collège merveilleux. On était accompagnés. L'enseignement était brillant, hein, je reconnais. Moi, j'ai été très gâté. Hein. Et donc, voilà, ce désir d'être prêtre a grandi progressivement. Et puis, en terminale, j'ai vu mon supérieur, le supérieur de l'établissement, et je lui ai dit, je vais rentrer au séminaire. Et lui, il m'a dit, ah non, vous allez d'abord faire des études supérieures. Bon, vous savez, moi, j'étais obéissant. Je lui ai dit, très bien, je vais faire des études. Donc, j'étais à Nanterre. Et là, j'ai enseigné parce que j'aime l'enseignement. Ça a développé mon côté un peu cabotin. Donc, voilà, un bon cabot. Je voulais faire du théâtre. Bon. Dans ma famille, on m'a dit, entre curé et théâtreux... il y a quand même un point commun. Il y a un lien. Au moins, on peut parler, faire des gestes. Voilà. Et puis, quand je me suis dit... je me suis posé même la question du mariage. En disant, mais bon... Et puis, le Seigneur m'a dit, non, c'est là où je te veux. Et donc, comme j'obéis, j'ai dit au Seigneur, très bien, je vais là. Et je dois dire que depuis quasi 45 ans, je ne regrette pas un seul jour, une seule nuit. Vous avez évolué dans votre manière d'être en tant que prêtre, en tant qu'homme également, pendant ces 44 années de prêtrise ? Oh oui, on évolue. On évolue par le contact avec les gens. Ce que vous entendez, par exemple oui, quand... les gens qui viennent se confier. Les gens qui viennent se confier, les gens qui viennent se confesser. On voit bien les difficultés. Et donc, c'est vrai que mon enseignement ou mon accompagnement, il est beaucoup plus aujourd'hui dans la tendresse de Dieu. Je pense que les gens ont besoin de se savoir aimer par ce Dieu. C'est vrai qu'on avait, moi dans mes premières années, il y avait un côté un peu janséniste, hein, le Dieu vengeur, le Dieu qui punit, le Dieu... et là, j'essaye de leur dire à l'école de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, tu sais que Dieu t'aime comme tu es. Avec ton histoire de péché, il t'aime. Quel est le plus grand défi pour un prêtre aujourd'hui en 2025 ? Est-ce qu'on a le plus grand défi ? Je pense que c'est la fidélité. De se dire que dans ce monde si difficile, la fidélité, pour un prêtre en tout cas, c'est ce que je disais quand j'étais directeur de séminaire. Je disais aux jeunes, quand ils sont étendus au moment de l'ordination, je dis, vous n'avez qu'une chose à demander au Seigneur, c'est d'être prêtre jusqu'au bout. La prêtrise, l'Église n'est pas exemptée d'ailleurs par les difficultés, vous êtes en train de l'évoquer, également par les tensions parfois, les tensions internes, les débats également, que ce soit les questions liturgiques, la crise évidemment des abus, les problèmes aussi parfois de management, vous les avez d'ailleurs vécus de l'intérieur à certains moments. Quelles leçons en tirez-vous ?
Eh bien que l'Église est faite de pécheurs, et de pécheurs pardonnés, j'espère. Mais on est fait de pécheurs. On croit que la sainteté, c'est d'obéir et de respecter toutes les lois. Et là, mon évolution, c'est que j'ai compris que la sainteté, c'est parce qu'il faut retrouver cette humilité, c'est de savoir changer de point d'appui et de s'appuyer maintenant sur le Seigneur et non plus sur nos propres forces. Quand on voit effectivement tous ces abus, qui est une horreur, et qu'il faut effectivement essayer de, j'allais dire, de protéger aujourd'hui toute cette jeunesse, hein, mais de se dire... Voilà, nous sommes... Bernanos, vous savez que j'aime bien Bernanos. Bernanos dit que comment nous pouvons supporter, et c'est là où on voit la dose de notre foi, tous ces scandales dans l'Église. Et votre titre, le titre de votre livre est effectivement un clin d'œil à cet auteur Bernanos que vous appréciez beaucoup. Quand on parle justement de tensions, parfois, vous revenez par exemple dans ce livre sur la démission de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, il y a quelques années, décembre 2021, et vous écrivez qu'il est parti trop rapidement, le diocèse mettra sans aucun doute plus de 10 ans à s'en remettre. Oui, je pense. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Parce que quand un évêque part dans ces conditions, hein, qui étaient... j'allais dire, il y avait un soupçon, mais il n'y avait pas de preuve, d'ailleurs, il n'y a eu aucune preuve. Et donc, il y avait les pour et les contre. Et donc, le rôle de l'évêque, vous voyez, c'est de faire la communion de tous ces prêtres. Là, son départ précipité a fait qu'il y a une division. Vous considérez que ce dossier n'a pas été vraiment bien géré au fond? Bon, je peux vous dire que, étant proche de Monseigneur Aupetit, je conseillais, moi, de ne pas démissionner. Bon, mais il ne m'a pas écouté, ça c'est son affaire à lui. Et le pape François a effectivement accepté sa démission. Oui. Ce qui a créé la surprise d'un certain nombre de fidèles à Paris. Oui, oui. Et c'est ça qui a blessé. Moi, je n'ai pas toujours compris pourquoi il y a eu cette démission aussi rapide. Hein. Mais il faut dire que là, le diocèse a été ébranlé, et bien ébranlé. Un mot également évidemment sur Notre-Dame de Paris. Vous avez été le recteur archiprêtre de la cathédrale. Vous y avez passé, je crois, 6 ans. 6 ans. Donc 3 ans après l'incendie. Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de ces années passées à Notre-Dame, en particulier de celles qui ont succédé à l'incendie? 3 ans de joie et 3 ans de difficulté et de peine. Donc je ne reviens pas sur l'incendie en tant que tel, mais je me dis, voilà, comment ces 3 années ont pu transformer un peu mon sacerdoce. C'est vrai que j'avais quand même quelques fidèles, parce qu'on était à Saint-Germain-l'Auxerrois, mais voilà, comment travailler avec le général Georgelin, travailler avec tous ses compagnons. J'ai gardé des liens avec tous ces gens-là. J'étais un peu leur père. Hein. Les Africains, quand je venais les saluer le matin, ils m'appelaient papa. Voilà. Sur le chantier. Sur le chantier. Quand ils revenaient des congés, j'avais le droit à des babouches. J'avais le droit... Il y avait une communion. Voilà, on pouvait donner des conseils, même si un tel était plutôt musulman, mais voilà, on venait se confier. Et donc mon rôle, c'était plutôt ça, hein, un rôle d'écoute, d'accompagnement et puis d'encouragement, parce que c'était pas si simple. Parce qu'il y a eu le problème du plomb, qui a été terrible, le problème de l'échafaudage, qui était quand même aussi une menace continuelle, le problème de la Covid. On n'a pas été gâtés. Hein. Vous y retournez souvent à Notre-Dame? Non. J'y suis retourné pour l'ouverture, naturellement, de Notre-Dame, mais pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Oui. Et donc, ça fait un peu de bruit. Dernière question, Monseigneur Patrick Chauvet, parce que là aussi c'est un sujet qui est revenu effectivement dans les discussions, notamment sur les réseaux sociaux, et je suis certain que cela ne vous a pas échappé, les débats notamment sur le mobilier liturgique, sur la chasuble de l'archevêque, sur la crosse également. Certains disent c'est une boule à facettes, certains disent sa chasuble, on dirait un logo Google Chrome. Ce sont des commentaires qu'on a vus apparaître sur les réseaux. Quel est votre regard sur tout cela? Je vais vous faire une réponse de jésuite. J'ai envie de dire que on a à Notre-Dame de très belles chapes, superbes. Mais chacun a son goût. De très belles chapes, celles
qui ont été utilisés Oui, lors des voilà. cérémonies de la réouverture. Voilà. Le chasuble, ça allait. C'est la chape à l'ouverture que je trouvais pas très très belle, mais chacun, je vous dis, chacun a son mauvais goût. Merci dirait beaucoup. Hugo. Merci beaucoup, monseigneur Patrick Chauvet. Journal d'un curé de Paris, c'est donc votre dernier livre. C'est publié chez Fayard et c'est à retrouver bien sûr en librairie. Un hommage, on l'a dit bien entendu, à Georges Bernanos, dont vous étiez venu nous parler d'ailleurs il y a quelques mois. Vous lui consacriez une biographie Bernanos sans concession. C'est un livre là aussi que l'on recommande. Merci beaucoup, Merci monseigneur beaucoup. Patrick Chauvet. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain midi, toujours sur le Figaro TV. Excellent après-midi à tous.